De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité consultant bancaire Maïs Mouissi est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gratien Roukindikiza. Et au Ghana, 20 magistrats accusés de corruption ont été limogés. Ils ont été pris la main dans le sac par un journaliste qui les a filmés clandestinement en train de recevoir des pots de vin. Et ce n'est pas une première dans le pays, malheureusement. Birama Saounera. Ils sont au total 20 juges à être limogés par les autorités ghanéennes. Motif évoqué, la corruption. Ces magistrats ont été filmés par un journaliste ghanéen en train d'accepter des pots de vin pour délivrer des jugements de complaisance. Après leurs auditions devant un conseil de discipline, la sanction n'a pas tardé. Ils ont été radiés de la magistrature. Je crois que les autorités ghanéennes qui, après avoir réussi à asseoir une bonne démocratie, doivent donner quand même des gages, des signes de bonne volonté, non seulement aux partenaires de développement, mais aussi à leur population. Je crois que s'ils parviennent à prendre la main dans le sac ces juges en train d'accepter des pots de vin, de les montrer en exemple et surtout de les sanctionner, je crois que cela ne peut qu'aller dans le sens d'une bonne gouvernance. Mais que la volonté soit sincère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que cela se résume à un effet d'annonce. L'affaire défraie la chronique et provoque des remous au Ghana où des appels ont été lancés pour une réforme du système judiciaire. Pour beaucoup d'observateurs, les pays du continent font de plus en plus d'efforts pour améliorer la gouvernance publique. Moi, je n'aime pas trop la comparaison bien le distinguo entre le système francophone et anglophone. Parfois, dans les pays anglophones, quand même, les signes sont beaucoup plus visibles. Mais cela aussi, on dit à l'histoire. Nous ne voyons pas que dans nos pays, le système judiciaire est beaucoup plus dépendant de l'exécutif. Donc, en réalité, dans la common law britannique, comme on dit, le système judiciaire est quand même un peu plus indépendant. Il y a moins de centralisme, de contrôle de l'exécutif. Au Ghana, 12 autres magistrats de la Cour d'appel sont visés par les investigations. Une vaste enquête est lancée pour voir si d'autres responsables sont impliqués dans cette affaire de pots de vin. Une chose est sûre, les autorités sont aujourd'hui en position de combat afin de venir à bout du phénomène de corruption dans le système judiciaire ghanéen. Jean-Marie, des dizaines de juges qui acceptent des pots de vin et de façon régulière, et ce n'est pas la première fois au Ghana, on le rappelle, ça remet en cause tout le système judiciaire du pays. Ça remet en cause tout le système judiciaire du pays, Amira, c'est tout à fait logique. La corruption, je dis toujours, la corruption qui gangrène l'Afrique est un frein énorme pour le développement de l'Afrique. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, les individus oublient que dans une société, quand vous n'avez pas la justice qui soit rendue de manière équitable par rapport à tous les citoyens, vous créez déjà des déséquilibres dans la société et en plus, vous créez de la méfiance vis-à-vis du système lui-même. Dans ces conditions-là, comment voulez-vous que les populations africaines puissent avoir confiance en leur justice? Donc, qui dit justice dit généralement, ce sont tous les gouvernants, si vous voulez, qui sont là-dedans. Donc, dès cet instant-là, il est temps qu'en Afrique, nous essayons de construire des systèmes dans lesquels on essaye d'éradiquer la corruption parce que, un, ça constitue un frein pour le développement et deux, de mon point de vue, ça constitue des crimes économiques tout simplement parce qu'on empêche le développement des populations avec des pratiques comme celle-là. Que vous ayez un pays comme le Ghana qui se lance dans une cabale comme celle-là, à savoir essayer d'éradiquer au maximum les pratiques qui sont des pratiques douteuses et délictueuses. Ce sont des gens qui sont dépositaires de l'autorité de l'État dans un pays. Et que ces gens-là se mettent à agir comme ça, là, c'est vraiment tout le système qui prend l'eau, parce que la justice, c'est le fondement de la société, c'est-à-dire c'est sur ça que se reposent les individus pour pouvoir faire confiance au système et se dire que demain, si j'ai un procès qui est pendant, on va rendre une justice équitable. Oui, Gratien, la corruption au sein même de la justice, c'est véritablement quelque chose de grave. La justice qui est un symbole d'équité, d'équilibre, comme l'a dit Jean-Marie, la justice, l'institution sur laquelle devraient se reposer tous les individus d'un pays. On se rend compte qu'en Ghana, cette institution est fortement gangrénée par la corruption. Je ne suis pas de cet avis parce qu'en fait, au Ghana, il y a la corruption dans plusieurs pays, presque dans tous les pays. Il y a la corruption aussi dans la justice comme dans d'autres corps au Ghana. Mais ce qui est vraiment positif au Ghana, c'est que justement cette justice arrive à faire justice. Parce qu'on voit bien, c'est la justice qui décide de limoger ces magistrats. C'est la justice dans plusieurs cas de corruption, pas seulement la corruption, même dans la bonne gouvernance au Ghana en général. C'est la justice qui est devenue vraiment pratiquement le garant. Elle était obligée, on les a vus filmer en train de recevoir des pots de vin. Il y a dans d'autres pays où on essaie de noyer le poisson, de cacher. Mais on voit bien, la justice ghanéenne, dans plusieurs cas, même, c'est une justice qui est capable même de statuer sur les décisions d'un président. Pour moi, il y a des cas de corruption partout, mais
avoir une justice comme celle du Ghana, capable, disons, de frapper, capable aussi de trancher sur des cas en étant vraiment dans une sorte d'indépendance de magistrature, pour moi, c'est une très bonne chose. La corruption, c'est surtout la façon de combattre la corruption qui importe plus que la corruption en soi. Mais je vais reprendre la phrase de Gratien. Hein. D'ailleurs, rappelez-la, Gratien, je vous laisse la redire, votre dernière phrase sur la corruption. La lutte contre la corruption. Ce qui est important, c'est surtout comment on lutte contre la corruption. Vous êtes d'accord, Maïs ? Oui, ce qui est important, c'est comment on lutte contre la corruption. Il faut bien comprendre que les États sont organisés sur le fondement de 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Ces 3 pouvoirs doivent avoir un parfait équilibre pour que l'État fonctionne. Lorsque l'un d'eux dysfonctionne, on est dans une situation terrible pour le pays. Dans le cas du Ghana, c'est très bien. Nous sommes dans le cas du flagrant délit. Personne n'aurait compris que ces juges ne soient pas radiés. Ils ont été radiés et moi, je ne veux pas saluer la justice qui les a radiés. Je veux saluer les personnes qui sont allées les prendre en flagrant délit, qui ont filmé et qui les ont rendus publics. Parce qu'on a besoin aussi de ça en Afrique. Et d'ailleurs, même dans d'autres pays, on commence à légiférer sur ces gens qui font, on les appelle les whistleblowers, des lanceurs d'alerte, qui, par leur action, permettent de révéler, en fait, aux citoyens, au monde, les choses qui ne vont pas dans nos pays. Et puis, il faut qu'on lutte vraiment dans la corruption. Moi, je suis à chaque fois choqué. On ne sait pas aujourd'hui mesurer le niveau de la corruption d'un pays. On ne sait mesurer que la perception de la corruption. Et lorsqu'on regarde l'indice de perception de la corruption qui est publié chaque année par Transparency International, quand on regarde les derniers pays, majoritairement, ce sont des pays africains. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut donc qu'on arrive dans nos pays à faire en sorte que ces personnes qui ont été suspendues pour l'instant, mais soient radiées, mais définitivement radiées, et que la justice s'applique avec la plus grande sévérité pour retrouver ses lettres de noblesse. C'est seulement comme ça, en agissant toujours par la sanction et en montrant l'exemple, que nos pays pourront aller de l'avant. Jean-Marie, je vous laisse rebondir rapidement. C'est parce qu'il y a trop d'impunité sur le continent africain que la corruption prospère à ce point-là ? Tout à fait, parce que, si vous voulez, dans la plupart des États africains, vous avez des espèces de cours qui sont constitués. C'est-à-dire, vous créez des clans pour mieux régner. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez en place des mécanismes de corruption qui vous permettent de maintenir ce système-là. Donc, dès cet instant-là que vous avez mis ça en place, pour s'en débarrasser, ce n'est pas évident par la suite. Le gouvernement camerounais prévoit une augmentation de certains impôts ainsi que de nouvelles taxes pour l'année budgétaire 2016. Ce sont en tout cas les dispositions contenues dans le projet de loi de finances actuellement en étude au Parlement. Oumou Kelsomba. Selon des dispositions contenues dans le projet de loi de finances 2016, le Cameroun va augmenter les impôts. Cette hausse concerne entre autres les services mobiles qui seront assujettis à un droit d'accise de 3%. Dans le même temps, les droits de timbre pour la délivrance du passeport ordinaire augmentent de 50%. Le prix de ce document de voyage passe ainsi de 50 000 francs à 75 000 francs CFA. Le projet de loi des finances 2016 prévoit plusieurs dispositions qui se traduisent par la hausse des impôts. Nous avons le cacao, le café et le coton, dont ils envisagent de prélever entre 15 francs pour le coton et 75 francs par kilo de cacao. Les jus et les fruits, les communications téléphoniques et puis les fournitures d'accès Internet. Et là, c'est plutôt de 3%. Les recettes fiscales ont généré 885,7 milliards de francs CFA au cours des 6 premiers mois de l'année 2015, selon une évaluation de la Direction générale des impôts. Ces chiffres sont en hausse de près de 78 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions qui étaient de l'ordre de 807 milliards de francs CFA. L'impact du démantèlement tarifaire qui est envisagé à partir d'août 2016 avec l'APE, en se disant que les recettes pétrolières vont baisser et en même temps les recettes douanières à partir d'août 2016 vont aussi baisser. Je crois que c'est pour ça que l'État envisage de faire ces augmentations. Pour rappel, le projet du budget du Cameroun pour 2016 d'un montant de 4 234,7 milliards de francs CFA a déjà été adopté le 6 décembre 2015 par l'Assemblée nationale. Désormais, il est sur la table du Sénat qui doit à son tour le valider avant sa promulgation par le chef de l'État. Gratien, vous comprenez cette démarche des autorités camerounaises d'augmenter certains impôts et de créer de nouvelles taxes? C'est selon vous la meilleure manière de renflouer les caisses?
La meilleure manière de renflouer les caisses, bien sûr, pour l'État, mais en même temps, on peut dire que le peuple disons, va en souffrir. On augmente, disons, les droits de douane sur le ciment, on augmente tout ce qui est les taxations des microfinances, donc on augmente tout ce qui touche la population, surtout les gens, je dirais même pas la classe moyenne, les simples citoyens. On va parler même des paysans parce qu'on parlait de coton. Finalement, c'est les chutes de cours de pétrole, c'est le petit peuple qui va payer ces chutes. L'État avait d'autres moyens, pouvait diminuer le train de vie de l'État, pouvait augmenter certaines cotisations, certaines taxes. Disons des gens assez nantis ou la classe moyenne, au moins épargner les gens qui sont touchés par cette chute de pétrole parce que finalement le petit peuple va payer 2 fois. Et on va passer aux chiffres du jour. 36 milliards de dollars. Les emprunts souverains des États africains ont atteint 36 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. Maïs, dans un souci de financer son développement, le continent africain ne s'est-il pas rué trop vite vers le marché de l'emprunt? De façon générale, lorsqu'on regarde en tout cas sur les chiffres arrêtés à décembre 2013, le continent n'est pas très endetté de façon globale. L'Afrique n'est pas très endettée. On a une très grande partie des pays du continent dont l'endettement est inférieur à 50% du PIB. La norme en Europe est quelque chose qui ressemble à 70% du PIB. Donc fondamentalement, on n'est pas très endetté. Par contre, nous sommes dans une spirale de l'endettement et il faut faire en sorte que notre endettement soit maîtrisé. Parce que dès lors qu'on aura perdu la maîtrise de notre endettement, on peut se retrouver avec des taux et l'essentiel de l'argent qui rentrera dans les caisses de l'État ira au service de la dette. Donc il faut trouver un juste équilibre qui fasse que les dettes que nous allons contracter à l'étranger servent réellement à financer une activité structurante dans le pays, de façon à faire en sorte que sa richesse augmente et, in fine, maîtriser le niveau d'endettement de façon à ne pas se retrouver à des niveaux qui ne soient plus soutenables. Gratien, maîtriser la dette, c'est investir intelligemment l'argent qu'on a emprunté. Oui, et surtout, savoir bien à quel taux d'intérêt on peut accepter. Là, avec ces prêts, on arrive environ à 9%. Est-ce que vraiment on a des activités, surtout quand on investit dans l'infrastructure, ou des fois même on cache un certain fonctionnement à certains pays, est-ce qu'on a finalement assez d'argent au retour pour rembourser? Disons que souvent en Afrique, il a dit que les pays ne sont pas très endettés. Pour moi, les pays sont très endettés parce que la structure même de l'économie, même le budget de l'État, une grande partie provient des aides internationales. Donc on ne peut pas avoir les aides et en même temps rembourser une dette. Donc pour moi, beaucoup de pays se sont trop endettés et à un certain moment, il y aura un problème pour rembourser. Jean-Marie, une réaction après ce chiffre, 36 milliards de dollars, c'est ce que représentent les emprunts souverains des États africains au cours de la dernière décennie? 36 milliards, bon, c'est un chiffre, si vous voulez, moi, je partirais de l'autre côté. Je me dirais que ça voudrait dire que l'économie africaine a un potentiel et on croit à ce potentiel-là. Indépendamment, vous savez, dans toutes les économies du monde, toutes les économies pratiquement se sont développées sur le modèle de l'endettement. Qu'on ne dise pas qu'en Afrique, nous sommes des exceptions. Nous ne sommes pas des exceptions. Vous avez qu'à remonter ici, là, jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que l'Afrique a les moyens de s'endetter? Oui, on a toujours les moyens de s'endetter parce que les dettes d'un État, si vous voulez, ce sont des dettes, si vous voulez, qui sont des dettes sur le long terme. Sur le long terme, parce qu'un État, ce n'est pas un emprunteur particulier. L'État qui pose sa garantie sur la table a une seule condition, c'est comme Maïs a dit, c'est que ces investissements-là soient dirigés vers les secteurs porteurs d'activité et de croissance économique en tant que tel. Merci Jean-Marie. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Merci à vous Gratien. Merci Amira, bonsoir à tous. Et merci à vous Maïs pour vos analyses. Merci Amira. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'African Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, cette semaine toujours consacrée au secteur de l'assurance sur le continent africain. À très vite et merci de votre fidélité.